Je suis Julien Venesson, je suis journaliste scientifique et je suis auteur du livre Gluten, comment le blé moderne nous intoxique. Alors ce livre en fait est une enquête que j'ai écrite pour savoir si le gluten était mauvais pour la santé, puisqu'on entend tout et son contraire, et si c'était le cas, pourquoi et comment. Le gluten, c'est un mélange de protéines qu'on retrouve principalement dans le blé, mais aussi dans d'autres céréales comme l'épeautre, le kamut, le seigle ou l'orge. Ce que très peu de gens savent, c'est que en fait, le blé moderne qu'on mange n'est pas du tout le même qu'on mangeait au début de l'agriculture il y a environ 10 000 ans. Il y a 10 000 ans, on avait un blé qui comptait 14 chromosomes et aujourd'hui on a un blé qui compte 42 chromosomes. Et ces chromosomes, ils sont le fruit de mutations génétiques qui ont au début été le fruit de la nature, de croisements naturels, et ensuite qui ont été faits par la main de l'homme. En particulier, pendant les années 70, il y a eu d'énormes modifications génétiques qui ont été faites sur le blé. Et au cours de mon enquête, j'ai interviewé des toxicologues, dont le professeur Jean-François Narbonne, qui m'expliquaient qu'en fait, les techniques de génétique qu'on a utilisées pour mettre au point ces nouveaux blés sont en fait tout à fait comparables à ce qu'on obtient avec des OGM. La différence avec des OGM, c'est qu'on essaye de savoir si un OGM est dangereux ou pas en faisant des études, mais sur ces blés modernes, il n'y a jamais eu aucune étude. Donc en fait, on teste un peu ces nouveaux blés sur la santé des Français. Bien que les autorités de santé ne reconnaissent pas que le gluten puisse poser de problème pour la plupart des gens, il se trouve que les chercheurs, eux, sont bien au courant de ce problème et ils alertent par rapport à ça. Les gens qui sont sensibles au gluten peuvent avoir des symptômes très très vastes, ils peuvent avoir de la fatigue chronique, ils peuvent avoir des maux de tête, ils peuvent avoir de l'eczéma, du psoriasis ou même de l'arthrose. Et tous ces symptômes peuvent être uniquement liés à la consommation de gluten. Et puis il y a aussi des gens qui ont des maladies auto-immunes, qui sont des maladies plus graves et qui peuvent être aussi provoquées par le gluten. Et quand elles sont déjà en place, l'ingestion de gluten aggrave encore plus les symptômes. Très fréquemment, on voit dans les journaux que les maladies auto-immunes sont en fait une réaction anormale du système immunitaire qui deviendrait anarchique et qui s'attaquerait à notre propre organisme. Puisqu'effectivement, une maladie auto-immune, c'est une réaction de notre propre système immunitaire contre nous-mêmes. Et donc il y a destruction d'une partie de nous-mêmes, c'est la maladie auto-immune. Il se trouve qu'en fait, la recherche commence à élucider depuis maintenant quelques années comment fonctionnent les maladies auto-immunes et surtout ce qui cause les maladies auto-immunes. On a découvert qu'à l'origine de toutes ces maladies, il y avait toujours un élément essentiel qui est ce qu'on appelle une réaction croisée. Alors qu'est-ce que c'est qu'une réaction croisée? C'est quelque chose qu'on connaît bien par exemple avec le phénomène des allergies saisonnières. En général, quand on est par exemple sensible à des pollens d'arbres, on est aussi intolérant à certains aliments. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on retrouve des protéines dans ces aliments qui sont très comparables en structure à celles du pollen. Et donc du coup, le corps, ayant déjà déclenché une réaction immunitaire face au pollen, va reconnaître aussi cette protéine comme potentiellement étrangère et nocive et va donc l'attaquer à son tour. Mais qu'est-ce qui se passe si on mange un aliment ou si un corps étranger, quel qu'il soit, passe dans notre sang et qu'il est donc logiquement détecté comme antigène, il engendre une réaction du système immunitaire. Mais si cette protéine ressemble à une protéine déjà présente dans notre organisme, que se passe-t-il? Eh bien là, il va y avoir une réaction croisée qui va donner naissance à la maladie auto-immune. Et ce phénomène est irréversible parce qu'il y a une mémoire immunitaire. Donc la plupart des maladies auto-immunes, actuellement, on n'est pas en mesure de les guérir. Alors le lien en fait entre le gluten et les maladies auto-immunes, c'est qu'on sait, grâce à certaines études dont je parle dans le livre justement, des chercheurs ont mis en évidence en fait que ces blés modernes étaient capables d'augmenter la perméabilité intestinale, c'est-à-dire qu'ils transforment l'intestin en fait dans une sorte de passoire qui du coup laisse passer énormément de molécules de l'extérieur dans le sang et toutes ces molécules réagissent avec le système immunitaire et peuvent dans certains cas donner naissance à des réactions croisées. Et donc c'est pour ça que le fait de limiter, voire supprimer le gluten peut d'une part prévenir les maladies auto-immunes puisqu'on améliore la santé de l'intestin et d'autre part on a de plus en plus d'études qui montrent que dans des maladies auto-immunes comme la polyarthrite rhumatoïde, la spondylarthrite ankylosante, les maladies de Crohn, etc. Il peut y avoir une amélioration des symptômes très significative en diminuant le gluten parce qu'en fait on améliore la porosité de l'intestin et donc on touche un petit peu à la genèse de la problématique. Ça permet de calmer le système immunitaire et on peut avoir une mise en rémission totale de certaines maladies. Certaines personnes constatent qu'elles n'ont même plus besoin de traitement médicamenteux uniquement en changeant de mode alimentaire. Actuellement, la France ne reconnaît que les intolérants au gluten, qu'on appelle aussi les malades cœliaques, comme ayant besoin d'éviter le gluten. Ça représente environ 3% des Français.
Pour les chercheurs américains, par contre, c'est très différent, hein. Le docteur Alessio Fasano, qui dirige un très grand centre de recherche aux États-Unis sur les maladies liées au gluten, estime qu'il y a environ 20% probablement des Français qui pourraient tirer un bénéfice de l'arrêt du gluten. Et ça concerne surtout les petits problèmes de santé dont on a parlé tout à l'heure, à savoir la fatigue chronique, les douleurs articulaires, etc. L'eczéma, les problèmes de peau et bien d'autres problèmes. Donc, comme on ne sait pas encore correctement diagnostiquer cette sensibilité qui est différente de l'intolérance au gluten classique, le meilleur moyen de savoir si on peut tirer parti d'un régime sans gluten, c'est de simplement faire l'essai d'arrêter le gluten pendant quelques semaines ou quelques mois et de voir s'il y a des modifications sur son état de santé. Il y a certaines personnes qui tolèrent bien le gluten, mais la majorité des personnes en fait ne le tolèrent pas bien. Ils ont des problèmes digestifs, du côlon irritable ou des choses comme ça qui s'en vont en fait en arrêtant le gluten. Arrêter le gluten, c'est faire une croix sur beaucoup d'aliments qu'on a actuellement en France, puisqu'on a quand même une alimentation très basée sur le blé, hein. Tout ce qui est pain, pâtes, gâteaux, etc., c'est basé sur le blé. En réalité, dans d'autres pays, c'est pas exactement comme ça. Si on va par exemple en Asie, ils ont des habitudes alimentaires qui sont très différentes. Donc en fait, arrêter le gluten, ça veut dire adopter de nouvelles habitudes alimentaires, se rapprocher vers des choses peut-être des aliments plus sains, des aliments moins travaillés. Donc par exemple, remplacer les pâtes par du riz, de la patate douce aussi, du sarrasin, qui sont aussi utilisés comme alternative sans gluten et qui sont très sains, qui sont très bien tolérés par la plupart des gens. Et puis aussi manger des aliments moins transformés de manière générale. Alors, on a tendance à penser que le bio, effectivement, ne contient pas d'OGM. Et donc, on pourrait penser que le bio qu'on peut acheter n'est pas problématique en ce qui concerne cette question du gluten. Mais il se trouve qu'en fait, tous les blés qu'on trouve dans les magasins bio sont aussi les mêmes en termes de semences, c'est-à-dire donc en termes de caractère génétique, que les blés qu'on trouve en grande surface. Donc, il n'y a pas du tout de différence par rapport à cette problématique. La seule différence, c'est qu'il y a effectivement moins de pesticides et moins de produits chimiques qui sont utilisés pour faire pousser ces blés, mais les gens qui sont intolérants au gluten ou sensibles au gluten ne verront pas de différence entre du blé bio et du blé non bio. On trouve effectivement dans les supermarchés de plus en plus de produits estampillés sans gluten, qui sont garantis sans gluten, et qui sont à l'origine en priorité destinés aux personnes intolérantes qui ne peuvent pas supporter la moindre protéine de gluten. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le gluten, c'est ce qui donne dans une pâte ses caractéristiques de texture, c'est-à-dire le fait que ça gonfle à la chaleur et puis que ça donne un pain bien aérien, etc. Ça, c'est le gluten qui est responsable de ça. Donc du coup, dans les produits sans gluten, on ne retrouve pas ces propriétés et donc les industriels, pour réussir à rendre quelque chose qui soit assez proche du pain ou des produits à base de blé, utilisent beaucoup d'additifs, de matières grasses voilà, qui sont controversées comme l'huile de palme ou d'autres additifs divers pour essayer d'avoir quelque chose d'à peu près correct. Donc d'une part, peut-être que pour la santé, c'est pas idéal, et d'autre part, on n'arrive jamais vraiment à avoir un goût qui est le même que celui du pain. Donc je pense que ça peut être une bonne alternative quand on a envie de se faire un petit plaisir sans gluten et on est sûr qu'il n'y aura pas de problème par rapport à ça, par exemple. Mais je ne pense pas que ce soit une solution de se tourner vers ces produits de manière constante, parce qu'on va plutôt vivre d'une certaine frustration en se rappelant un bon pain, et finalement ce qu'on a devant nous, c'est pas aussi bon. Nos instances dirigeantes ont, pas toujours, mais très souvent, des conflits d'intérêts avec l'industrie céréalière. On peut le consulter de son propre chef en allant sur le site de l'ANSES. Il y a maintenant des déclarations publiques d'intérêt et on voit que quand ils émettent des recommandations nutritionnelles, il y a tout un tas de problématiques par rapport à ça. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que quand les journalistes, à l'heure actuelle, font des reportages sur le gluten ou sur ces problématiques-là, ils vont interviewer des médecins qui ont un peu pignon sur rue et qui sont éventuellement recommandés justement comme interlocuteurs par les autorités de santé. Ces médecins ont fait leurs études il y a peut-être 20, 30 ans, voire plus. Ils n'ont absolument aucune connaissance de ces nouvelles données qui sont très très récentes au niveau de la recherche. On peut le voir dans le livre, ça a été publié ces dernières années. Donc évidemment, ils n'ont aucune connaissance de tout ça et ils ne peuvent pas en dire grand-chose. Je pense qu'il ne faut pas prendre forcément pour argent comptant tout ce qu'on entend partout, y compris quand ça vient des instances dirigeantes. On a le droit de se poser des questions, on a le droit de ne pas suivre le diktat médical classique et d'essayer de quelque chose d'alternatif, c'est tout à fait un droit, et on peut même le cumuler avec des médicaments classiques et un parcours classique. Donc je pense que chacun devrait user de sa liberté pour se renseigner un petit peu mieux, parce qu'aujourd'hui on sait quand même que les plus gros problèmes de santé, on a parfois des difficultés à les traiter, mais on sait bien les prévenir. Et la prévention, je pense que c'est vraiment le plus important pour la santé. Et la santé, c'est le plus important pour les libertés.